Alors nous continuons avec ce nouveau plateau. Nous recevons Olivier Guèze. Olivier Guèze qui publie, tout le monde le sait puisqu'il a obtenu le prix Renaudot, La disparition de Joseph Mengele chez Grasset. Olivier Guèze connaît bien, vous êtes, je crois, germanophone bien entendu. Vous avez publié L'impossible retour, une histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945 chez Flammarion, c'était en 2007. Et puis vous avez participé au scénario du film Fritz Bauer, un héros allemand, qui en fait racontait le destin de ce procureur en fait à l'origine des procès d'Auschwitz, donc et d'ailleurs qu'on retrouve dans le livre. Donc c'est pas la première fois que vous vous intéressez à cette période et ces figures. La disparition de Joseph Mengele, pour faire court, pour essayer juste d'un mot de vous dire de quoi il s'agit, c'est le parcours de celui qu'on a appelé le médecin d'Auschwitz, depuis son arrivée en Argentine en 1949 jusqu'à sa mort 30 ans plus tard sur une plage brésilienne. Alors c'est extrêmement documenté, c'est une reconstitution minutieuse, dans un style, je dirais, sec, sans digression. C'est-à-dire qu'en fait, on est proche, parce qu'évidemment, tout le monde vous pose la question de comment vous avez travaillé, comment vous avez approché cette figure. Je trouve que c'est très proche, en fait, de ce qu'on a appelé le non-fiction novel, dont Truman Capote est le grand représentant, avec 200 froid. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette dénomination? Parce qu'on est entre le récit et le roman, quand même. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Truman Capote, le 200 froid était un modèle pour lorsque je préparais ce livre, et je considère la disparition de Joseph Mengele comme un roman de non-fiction. C'est-à-dire qu'après avoir accumulé une gigantesque documentation, après être allé sur place, à Günzburg, dans la ville natale de Mengele, mais aussi à Buenos Aires, où j'ai revisité tous les lieux où il a vécu, puis être parti en Patagonie, où il a passé du temps également, et puis surtout être allé au Brésil, où il passe les 19 dernières années de sa vie. J'ai notamment découvert une ferme où il a vécu pendant presque 10 ans avec une famille de Hongrois. À partir de toutes ces informations, après, j'ai bâti un texte littéraire, effectivement volontairement sec, extrêmement âpre, sans digression, sans aucun gras en fait, et pour raconter l'Odyssée sud-américaine de Joseph Mengele. C'est exactement ça, c'est un roman de non-fiction. Alors, un petit mot quand même sur la documentation, parce que bon, il y a eu beaucoup de livres, il y a beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que vous avez qui vous a apporté le plus et qui, d'une certaine manière, était un peu nouveau dans ce que vous avez pu avoir entre les mains par rapport à ce qui a été vu jusque-là? Et aussi, deuxième question qui est liée, pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin d'aller sur place, de vous mettre dans l'esprit des lieux, en fait? Alors, comme Michel vous l'a dit, je travaille sur ces sujets depuis une dizaine d'années. Donc je suis très familier de toutes ces questions d'après-guerre, que ce soit en Europe, en Allemagne, en Amérique du Sud. J'ai aussi un petit peu vécu en Amérique du Sud, pas seulement en Allemagne. Je suis allé régulièrement au Brésil et en Argentine depuis aussi une dizaine d'années. Donc je suis familier de tous ces sujets-là. Lorsque j'ai travaillé sur L'impossible retour, donc ce livre dont on a parlé qui est sorti en 2007, là j'avais déjà à peu près tous les cadres de la partie allemande de cette histoire, à savoir le rapport à la mémoire, la façon dont les nazis avaient été réintégrés à l'appareil d'État dans l'Allemagne des années 50 et des années 60. Ça, je l'avais à nouveau exploré pour la préparation du scénario de Fritz Bauer. Et Fritz Bauer m'a apporté l'autre versant de cette histoire, c'est-à-dire le versant argentin. Puisque dans le scénario de Fritz Bauer, un héros allemand, on raconte la traque d'Eichmann et comment Fritz Bauer, donc ce procureur de Francfort, donne le tuyau au Mossad, offre même Eichmann sur un plateau au Mossad. Et en lisant beaucoup sur l'Argentine des années 50 et cette Nazi Society à Buenos Aires, je me suis rendu compte qu'Eichmann et Mengele se croisaient régulièrement, fréquentaient les mêmes cercles et se détestaient, se méprisaient. Et je trouvais cette relation absolument fascinante, alors là, pour le coup, tout à fait méconnue. Donc j'avais déjà, on va dire, un sérieux background pour préparer ce livre. Après, je n'ai pas ou très peu travaillé sur archives, d'abord parce que
toutes ne sont pas consultables aujourd'hui. Deuxièmement, parce qu'il faudrait un laboratoire entier d'historiens pour dépouiller 30-40 ans d'archives, à la fois allemandes, est-allemandes, américaines, brésiliennes, paraguayennes, argentines, israéliennes. Et voilà, en plus, c'est pas mon métier. Mais comme j'étais familier de tous ces sujets, je sais où chercher l'information et je sais la regrouper. Et ce qui fait que lorsque certaines archives israéliennes ont été ouvertes à la fin de l'été, fin août, début septembre, tout ce que j'ai pu lire, en fait, confortait ce que je racontais dans le livre. Ensuite, pourquoi être allé sur les lieux ? Parce que je suis un obsédé de la géographie, de la topographie, et que c'est en étant sur les lieux que je peux m'imaginer, que je peux voir les choses. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Lorsque je suis allé à Günzburg, donc la ville natale de Mengele, où il a passé les 20 premières années de sa vie et où sa famille est toujours restée, d'abord j'ai retrouvé la maison natale des Mengele, qui existe toujours, et qui en dit long sur cette famille. C'est un manoir en plein centre-ville, mais assez isolé finalement, il n'y a rien autour, avec des fenêtres vraiment grandes, en tout cas larges comme des meurtrières, exactement ce que j'écris dans le livre. Ce qui montre bien que c'est une famille qui est totalement tournée vers l'intérieur, qui fait toujours corps, ce que prouvera l'histoire de Mengele en Amérique du Sud. Ensuite, ceux qui ont déjà lu le livre le savent, la famille Mengele avait bâti un véritable empire industriel de la machine agricole. Les usines qui étaient à Günzburg ont fermé, ont disparu, mais l'emplacement, évidemment, existe toujours. Et là où se tenait l'usine, se trouve aujourd'hui un hypermarché, un grand magasin de pneus et un grand parking. C'est dire que l'entreprise Mengele était un État dans l'État, un véritable empire dans cette petite ville. Et c'est l'une des raisons, ou sans doute la raison principale, pour laquelle rien n'est jamais sorti en fait de Günzburg, parce que la famille Mengele tenait toute la ville. Autre exemple à Günzburg, sur la topographie, la géographie, la ville est traversée par le Danube. Donc je me suis baladé un jour le long du Danube pour imaginer un petit peu quel avait été le paysage de la jeunesse de Joseph Mengele. Et en promenant le long du Danube, je suis tombé sur une piscine municipale qui a été construite à la fin des années 50. Et à l'entrée de cette piscine, il y a toujours une plaque remerciement au père de Joseph Mengele et à son frère qui s'apprêtait à prendre les rênes de l'entreprise. Encore un autre exemple de la puissance des Mengele sur Günzburg. Autre exemple, l'Amérique du Sud. Au Brésil, donc Mengele a passé presque 19 ans au Brésil, 18-19 ans. Très rapidement, il a été pris en charge par une famille de Hongrois qui au départ ne connaissaient pas son identité, des gens extrêmement simples, mais qui assez rapidement, au bout d'1 ou 2 ans, va découvrir que l'agronome suisse qui répond au nom de Peter Horbichler, en fait, n'est pas du tout Peter Horbichler, il n'est ni suisse ni agronome, mais qu'il s'agit de Joseph Mengele, en lisant le journal, simplement, en confrontant la photo et l'homme qu'ils avaient en face d'eux. Une famille normale aurait décidé de se débarrasser de Mengele. Eux, pas du tout. Ils comprennent en fait que c'est la poule aux œufs d'or, que c'est un filon en fait. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont demander des sommes de plus en plus faramineuses à la richissime famille de Bavière. Et donc ils ne vont cesser de déménager dans des propriétés toujours plus luxueuses et confortables. Et à un moment, ils vont déménager dans une grande ferme dans l'état de Sao Paulo qui s'appelle Santa Luisa. Cette ferme de Santa Luisa est à côté d'une petite ville qui s'appelle Serra Negra. Moi, je n'avais évidemment pas l'adresse, il n'y a pas d'adresse de cette ferme, je savais qu'elle était à côté de cette ville. Donc je suis allé sur place, à Serra Negra, et j'étais avec mon interprète franco-brésilienne, et on s'est assis simplement à la terrasse du café du village, il n'y en a pas 36, et on cherchait des hommes ou des femmes d'une 60aine d'années qui auraient pu croiser Mengele. Pendant 2 heures, on fait chou blanc, et tout d'un coup, tombé du ciel, arrive un homme, qui n'était autre que le meilleur ami d'un des 2 fils de la famille hongroise, et qui tous les samedis montait à la ferme et serrait la main d'un homme qu'il appelait Tio Pepe, l'oncle Peter, qui n'était autre que Joseph Mengele. Et donc cet homme non seulement m'a indiqué comment rejoindre la ferme, mais m'a donné des détails qui pour le coup étaient totalement inédits sur la vie de Mengele dans cette ferme. C'est une ferme où Mengele a fait construire un mirador, qui existe toujours, je l'ai vu, j'ai des photos. Il vivait entouré de chiens et sur ce mirador, il avait fait installer un électrophone. Et Mengele, qui était incroyablement angoissé, passait des jours et des jours, des nuits et des nuits à écouter des disques de musique classique sur son électrophone, à guetter d'éventuels vengeurs, poursuivants, agents du Mossad, puisqu'il n'y a qu'une route qui monte à cette ferme. Voilà pourquoi je suis allé sur place. Alors,
ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on est entre le récit et le roman, le roman de non-fiction, c'est que il y a beaucoup de fêtes. Et on a dit tout à l'heure, c'est un style sec, donc vous établissez comme ça des choses avec des phrases courtes, très précises. Mais par moments, vous donnez les pensées, en fait, de Joseph Mengele, ou ses rêves. Il écoute de la musique classique et vous racontez à quoi il pense. Alors là, on est vraiment dans la fiction. Comment vous travaillez quand vous essayez d'imaginer qu'est-ce qui pouvait passer dans la tête de cet homme? En fait, c'est assez simple. Mengele a tenu un journal lorsqu'il était au Brésil, donc de 61 à 79, lorsqu'il meurt sur une plage. Ces journaux ont disparu aujourd'hui. Ils ont été vendus par un vendeur anonyme, un acheteur anonyme aux États-Unis en 2011 pour $250 000. Personne ne sait où sont passés ces carnets. Mais dans les années 80 sont sortis à la fois des biographies, quelques biographies et des travaux universitaires qui, eux, citaient de longs passages de ce journal. Moi, je n'ai pas recopié ces passages, mais donc je sais quel était l'état d'esprit de Mengele pendant toutes ces années, et à partir de mes lectures, soit je construis des rêves, soit je construis un discours qui est toujours indirect. Il n'y a pas de dialogue dans le livre, ce qui fait que, encore une fois, j'essaye de respecter au maximum la vérité historique, parce que quelle que soit la période que je décris dans le livre, j'ai une responsabilité vis-à-vis du lecteur, ou même vis-à-vis de moi-même. Mengele est dans le titre. Donc je dois raconter l'histoire de Mengele en Amérique du Sud. Sinon, je crée un personnage de fiction. Et ce qui fait qu'on s'approche vraiment au maximum de la vérité de l'Odyssée macabre de Mengele en Amérique du Sud. Voilà. C'est ce qui rend évidemment la lecture de ce roman tout à fait fascinante. Alors, vous avez organisé votre texte en deux parties. Première partie, le Pacha. Deuxième partie, le rat. C'est deux moments dans cette cavale de Mengele en Amérique du Sud. La première, le Pacha, ça dure 10 bonnes années, de 49 au début des années 60. Et en fait, et ça, moi, j'étais quand même stupéfait, c'est vrai qu'il mène la belle vie, en fait. Il mène la belle vie. Il y a cette Nazi Society dont vous allez nous parler, où en fait, ils se tiennent. Sa famille continue à le soutenir, lui envoie de l'argent. Et il va jusqu'à reprendre sa véritable identité, alors ça m'a sidéré, en 1956, parce qu'il se sent tellement, finalement, ça va tellement bien, qu'il se dit, alors c'est aussi pour des raisons administratives, mais il reprend son nom, il reprend son nom, Joseph Mengele. Oui, mais parce qu'en fait, on interprète l'histoire avec notre regard d'aujourd'hui, et on commet souvent l'erreur, en tout cas on a envie de croire qu'à partir de 1945, soit les nazis ont disparu, soit on les a vraiment pourchassés pour essayer de les présenter devant la justice. Ce qui n'est pas du tout le cas. La dénazification a lieu pendant 2-3 ans dans l'immédiate après-guerre, mais très rapidement, il y a une logique de guerre froide qui s'instaure. Et donc, il ne s'agit surtout pas d'affaiblir ni l'Allemagne de l'Est d'un côté, ni l'Allemagne de l'Ouest, mais au contraire de les renforcer. Et donc, on ne peut pas se permettre de fragiliser les structures étatiques, institutionnelles, universitaires, médicales, etc. Parce qu'on a besoin de tous ces gens, en fait. Donc on a coupé les têtes les plus dérangeantes lors des procès de Nuremberg, ou alors certains sont partis, mais sinon tout ce petit monde est réintégré en Allemagne, dans les deux Allemagnes. Quelqu'un comme Mengele, lui, part en Amérique du Sud parce qu'en 1948 se tient un des procès de Nuremberg concernant certains médecins des camps de concentration. Et son nom est cité à plusieurs reprises. Et là, il se dit, peut-être que je ne vais pas pouvoir me réintégrer aussi facilement à la société allemande, et dans ce cas-là, autant partir 1, 2, 3 ans, peut-être maximum. Voilà, on m'oubliera et je pourrai revenir à ce moment-là. Donc c'est la raison pour laquelle il part en Amérique du Sud. Et il part en Argentine parce que Perón a littéralement déroulé le tapis rouge pour les anciens nazis, les anciens fascistes, les vichistes, les rexistes, etc. Pour une bonne et simple raison que Perón est persuadé que la guerre froide va dégénérer, que l'URSS et les États-Unis vont s'anéantir à coups de bombes atomiques. Et que la nouvelle superpuissance ne peut être que l'Argentine. Déjà, elle est très éloignée et des États-Unis et de l'Union soviétique, mais pour devenir une superpuissance, il faut moderniser l'économie et il faut moderniser l'armée. Et donc, il va faire venir des scientifiques, des ingénieurs, des avionneurs, des militaires, des espions, des médecins,
pour développer l'Argentine. Ce qui fait qu'effectivement, pendant presque 10 ans, et même après la chute de Perón, tous ces gens, ce que j'ai appelé la Nazi Society, va littéralement mener la Dolce Vita à Buenos Aires. Et Mengele en particulier, qui non seulement se fait des amis et commence plusieurs entreprises, dont certaines florissantes, et aussi parce qu'évidemment, la manne familiale continue. Mais ça va tellement bien qu'il devient même le représentant des filiales de la multinationale Mengele en Amérique du Sud. Il fait des allers-retours avec le Paraguay, avec d'autres pays, pour vendre les machines agricoles Mengele. Et effectivement, en 1956, puisqu'il n'est pas poursuivi en Allemagne, il figurait sur une liste de criminels de guerre américaine, mais à ce moment-là, aucune plainte n'a été déposée contre lui en Allemagne. Il se présente au consulat ouest-allemand à Buenos Aires, et il dit, voilà, ça fait 7-8 ans que je suis en Argentine, je vous ai menti, je me fais appeler Helmut Gregor, mais mon vrai nom, c'est Joseph Mengele. Personne ne sied au consulat, et 3 semaines plus tard, il récupère un passeport à son nom. C'est pour vous donner une idée de ce qui se passait dans les années 50. Personne ne parle dans les années 50. Ni les criminels, bien évidemment, ni les survivants des camps, qui étaient très mal vus à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des saints laïcs, mais à l'époque, on les regarde avec suspicion, parce qu'on se demande... Mais pourquoi lui, en fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi pas ma sœur ou mon père? Il a couché, il a trahi, il a été capot. Et donc, les survivants sont très, très mal vus. Et donc, personne ne parle à ce moment-là. Le grand tournant, c'est l'enlèvement d'Eichmann et le procès d'Eichmann. L'enlèvement, parce que plus aucun nazi en Amérique du Sud ne se sent en sécurité. Tous les nazis pensent que si Eichmann a été enlevé... eh bien, chacun d'entre eux peut également être enlevé, assassiné et jugé en Israël. Et puis l'autre tournant, évidemment, c'est la suite, c'est le procès à Eichmann. Et le procès à Eichmann va totalement changer notre perception de la guerre, qui jusque-là était perçue comme un conflit de très grande ampleur, mais comme un conflit militaire classique. Et là, à partir du procès à Eichmann, c'est la Shoah, qu'on n'appelle pas encore Shoah, qui va devenir le fait le plus marquant de cette Seconde Guerre mondiale. Et ce qui va évidemment caractériser la Shoah, en tout cas va devenir le symbole, c'est Auschwitz. Et qu'est-ce qui va devenir le symbole d'Auschwitz? C'est Joseph Mengele. Et c'est un destin très étrange, parce que Mengele n'est pas du tout un grand hiérarque nazi. Mengele, c'est un capitaine, parmi des milliers de capitaines, et c'est un médecin, parmi des centaines de médecins ayant sévi dans les camps de concentration. Mais comme, quasiment concomitamment, s'ouvre ce fameux procès de Francfort, dit procès d'Auschwitz, en 1963, instruit par Fritz Bauer. À Francfort, on juge, entre guillemets, le petit personnel d'Auschwitz. Vraiment des gens qui ont torturé, qui ont gardé le camp, entre autres. Et l'homme qui manque à ce procès, c'est Mengele. Son nom est cité quasiment tous les jours. Des survivants témoignent. Et comme Mengele a disparu, il va devenir le symbole de cette période-là. Ce qui fait qu'un 25 ou 26 novembre 2017, on parle toujours de Joseph Mengele à Colmar, par exemple. Ouais. Alors, vous y êtes pour beaucoup. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que c'est vrai que l'homme que vous décrivez n'est pas du tout à la hauteur de la figure qui s'est petit à petit construite effectivement d'une espèce d'ange du mal, de la figure du mal par excellence, et que petit à petit a pris effectivement mondialement une ampleur absolument considérable. L'homme que vous montrez, c'est quand même... Alors, évidemment, ça on pouvait s'en douter. En fait, il n'a aucun remords. Il est toujours dans ses convictions. Il a toujours une admiration éperdue pour Adolf Hitler. Il est persuadé que ce qu'ils ont fait, c'était très bien, que c'est bon. Mais surtout, c'est un homme très égocentré. C'est un homme assez pusillanime. C'est un petit personnage étriqué. C'est pas du tout la figure du mal telle qu'on peut. Enfin, en tous les cas, c'est ce que vous montrez dans le livre. Oui, et encore une fois, tout ça est documenté. Il y avait 2 choses très intéressantes concernant Mengele. Un, effectivement, c'est la réputation qu'il avait à Auschwitz, ou en tout cas qu'il s'est taillé, à savoir finalement un homme qui avait pouvoir de vie et de mort. Mengele est quand même un homme, puisque c'est un homme, qui a conduit 400 000 personnes à la chambre à gaz, c'est-à-dire une ville entière, il l'a fait assassiner. Et les autres qu'il n'a pas fait assassiner directement,
entraient dans son zoo humain et sur lesquels il pratiquait des expériences terrifiantes, notamment sur des enfants. Et à partir des années 60, donc lorsque le nom de Mengele commence à circuler dans le monde entier, on en a fait une figure mythologique. Il est devenu le symbole de la barbarie nazie, on l'a appelé l'ange de la mort, et on a commencé à raconter tout et n'importe quoi sur Mengele. Et l'une des choses qui m'intéressait dans mes recherches et dans ce roman de non-fiction, c'était de déconstruire cette mythologie. Je trouvais que c'était beaucoup d'honneur fait à un homme d'une médiocrité abyssale. On a raconté, quand je dis on a raconté tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a imaginé, en tout cas il y avait des rumeurs qui racontaient que Mengele était à la tête de laboratoires secrets au fin fond de la jungle du Paraguay. Il y a un autre livre qui est récemment sorti, mais qui reprend des légendes de cette époque, comme quoi Mengele aurait essaimé des jumeaux blonds dans une petite ville du Brésil, qui s'appelle Cândido Godoy. D'autres ont raconté que Mengele était parti en Égypte chez Nasser. Simon Wiesenthal a raconté qu'il se baladait sur un yacht entre l'Égypte, les îles grecques, les Cyclades et puis l'Espagne. Dans les années 80, on a raconté que Mengele était à la tête d'un trafic de drogue, un baron de la drogue à Miami. D'autres ont raconté qu'il vivait en face d'une yeshiva à Brooklyn, enfin, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait, Mengele, et c'est ça qui, sans compter les livres et les films qu'on a fait à partir de Mengele. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous a vu Marathon Man, par exemple. Marathon Man, ce n'est pas l'histoire de Mengele, mais le personnage interprété par Laurence Olivier est directement inspiré de Mengele. Un autre film, alors pour le coup, qui raconte, en tout cas qui imagine la vie de Mengele, c'est Ces garçons qui venaient du Brésil avec Grégory Peck, qui joue un Mengele assez crédible, en tout cas à l'époque. Et qu'est-ce que fait ce Grégory Peck, alias Joseph Mengele ? Eh bien, il clone des petits Hitler dans le monde entier. Donc on est vraiment dans une espèce d'affabulation totale, alors que Mengele, le vrai à ce moment-là, vit dans une favela, dans le quartier le plus défavorisé de Sao Paulo, et qui tombe amoureux de sa femme de ménage, qu'il n'a pas le courage d'épouser parce qu'il a peur d'être reconnu à la mairie du quartier de Sao Paulo. Et je trouvais que cette espèce de mise en abîme entre tout ce qu'on pouvait raconter autour de Mengele, qui en faisait effectivement un criminel insaisissable, surpuissant, une espèce de génie du mal, mais comme on en trouve dans les James Bond de l'époque, et le vrai Mengele, pathétique, pitoyable, rongé par la solitude, la paranoïa, était absolument, absolument fascinant. Oui. Vous y avez fait allusion rapidement, mais c'est vrai que j'ai été étonné de voir que finalement Simon Wiesenthal, le chasseur de nazis, comme on a dit entre guillemets, finalement avait beaucoup contribué à la construction de cette légende Mengele. Mais le rôle de Simon Wiesenthal est très, très ambivalent. D'un côté, il a raconté vraiment n'importe quoi concernant Mengele, mais de l'autre, il a permis au fait qu'on n'oubliera jamais Mengele, puisqu'à force d'en parler, de raconter des légendes, il fait que si moi je suis né en 74, Mengele est mort en 79, si le nom de Mengele est arrivé jusqu'à moi, c'est à cause des légendes colportées par Wiesenthal. Mais à la décharge de Wiesenthal, il travaillait tout seul dans un petit bureau à Vienne, il avait une secrétaire, et de temps en temps, il recevait des cartes postales de ses correspondants, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être mieux informé que le Mossad, les services secrets allemands, la CIA, etc., etc. Et deuxièmement, ce qui est très intéressant aussi avec Wiesenthal, ce que je raconte aussi dans le livre indirectement, c'est que Mengele savait que lorsqu'Eichmann a été arrêté, en parallèle, Fritz Bauer, donc le procureur, avait tenu une conférence de presse à Francfort, disant qu'Eichmann se cachait au Koweït, évidemment pour ne pas l'inquiéter, pour que Eichmann ne soit pas sur ses gardes. Ce qui fait que plus on racontait des bêtises sur Mengele, et plus Mengele se sentait en insécurité. Parce qu'il était persuadé que plus on racontait des fables sur sa vie au Paraguay, toujours entouré de jolies femmes, ou en Égypte, ou que sais-je, en fait c'est parce que le Mossad préparait son enlèvement. Donc tout ça ne faisait qu'accroître sa paranoïa. Finalement, l'histoire, la disparition de Joseph Mengele, c'est le récit, ou le roman vrai, de Joseph Mengele qui finit par s'auto-dévorer d'une certaine manière. Alors, ça va jusqu'à ce que, finalement, il est mort en 1979, en se baignant, en fait, sur une plage brésilienne. Et pas à ce moment-là, même dans les années qui ont suivi, on était persuadé qu'il était encore vivant.
C'est-à-dire qu'on a appris que beaucoup plus tard, d'ailleurs on a excavé le corps, fait des recherches ADN et tout pour bien vérifier que c'était Mengele. C'est-à-dire que c'est assez extraordinaire. C'est dans l'esprit des gens, il était mort et on le croyait encore, on l'imaginait encore invincible et vivant. Mais oui, mais personne ne savait qu'il est mort. Puisque lorsqu'il est mort en février 79, il a été enterré sous une fausse identité dans un petit cimetière d'une petite ville au Brésil. Il y a peut-être 20 personnes qui savent qu'il est mort. Il y a la famille et les dernières personnes qui le protégeaient au Brésil. C'est tout. Et le paradoxe de cette histoire, c'est qu'au moment où il meurt, c'est à ce moment-là que la politique mémorielle, notamment en Allemagne, mais un peu partout, commence à prendre une ampleur gigantesque. Parce qu'en fait, toute la génération des cadres ayant servi le nazisme est partie à la retraite. Et donc, on ne va plus mettre en danger la sécurité, notamment de l'Allemagne de l'Ouest. La première commémoration de la Nuit de Cristal, c'est en novembre 1978, 40 ans après les faits. C'est pas en 58 ni en 68, c'est en 1978. À la même époque est diffusé un feuilleton que vous avez certainement vu, qui s'appelle Holocauste. Et il y a une vague Holocauste qui déferle dans le monde entier. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une véritable prise de conscience au niveau mondial de ce qu'a été la Shoah. Et c'est à ce moment-là que les témoins parlent, notamment les victimes. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on va commencer à chercher véritablement Joseph Mengele. Sauf que Mengele vient de mourir. Mais personne ne le sait. Et donc pendant 6 ans, jusqu'au moment où on excave effectivement sa dépouille, à la suite d'une suite de méprises. Normalement, la famille n'aurait jamais voulu qu'on sache que Mengele était mort en 79. Quelque part, ça les a arrangés, puisque je vous rappelle que cette famille est à la tête d'une multinationale et qu'ils n'ont absolument pas envie que le monde sache que cette multinationale a financé l'exil d'un des pires criminels contre l'humanité. Et là aussi, cette période, puisque c'est pas vraiment une troisième partie, c'est en tout cas c'est la fin du livre que j'ai appelé Le Fantôme. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher Mengele alors qu'il est déjà mort. Donc c'est vraiment la recherche d'un fantôme qui s'est poursuivi jusqu'à l'année dernière. Oui, alors voilà, vous l'avez compris, c'est un livre qui est passionnant, c'est vertigineux en fait, je trouve ce livre, La disparition de Joseph Mengele chez Grasset. Merci beaucoup Olivier Gazet de passer sur ce plateau. Merci de votre attention. Merci.